Déjà, elle est très grosse, ta gueule, toi. Je crois que t'es la seule personne que je connais sur Internet où je me dis, ah putain, il dit des dingueries comme moi. Parce que, bon, Yomi et Antoine, malheureusement, à cause de moi, ils le sont, mais ils se sont fait embarquer dans le piège. Ce que t'as fait, c'était pour t'entendre parler. La prochaine fois que t'ouvres la bouche, demande-toi si ce que tu dis, ça a besoin d'être entendu, ou si c'est juste toi qui as envie de le dire. Si c'est juste toi qui as envie de le dire, abstiens-toi. Moi, j'ai commencé en 2013 sur Internet. Et quand Obama avait la cote, j'étais l'agent infiltré d'Obama en France. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours pas trouvé le nom de cette émission. Ah. Mais je pense qu'il va se révéler comme une évidence à la fin de l'émission. Tu vas regarder ce qui vient de se passer et tu fais « Ah, je sais comment il faut l'appeler celui-là. » Allez. À la vôtre ? Ah bah, à la nôtre. Hein. C'est pas mal comme nom, ça, non ? C'est rigolo, ouais. mais je pense que quand on aura enregistré 1, 2 et que tu auras vu le nombre de conneries qui auront été... Enfin, tu vois, il y a un truc qui va devenir naturel, en fait. Je suis d'accord. Bienvenue Jérémy, j'adore ce petit début qui n'est pas un début. Ouais. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Pour ce nouveau concept qui a été inspiré par cette émission incroyable, les recettes pompettes. Ah mais c'était génial. C'était génial ce truc. Hein. Ouais. Puis après ils ont commencé à le diluer à l'eau, tu vois. Et ça s'est vu un peu, ça a perdu les premiers invités. Tu vois qu'ils sont vraiment déchirés, quoi. C'est compliqué. Allez, au fait qu'on soit vraiment déchirés. D'ailleurs, à la télé, on n'aurait pas le droit de faire ça, mais sur YouTube, on a le droit. Ouais, on fait ce qu'on veut ici, c'est pas mal. Tu crois que quand est-ce qu'on va interdire sur YouTube de... Ah, tu vas déjà te faire strike la monétisation. Normalement. Ouais, mais ça, de toute façon, moi, mon nom a fait strike la monétisation. Ouais, mais c'est classique, ouais. je sais pas à quelle vitesse ils vont réglementer YouTube, parce que en face, t'as quand même les GAFAM, tu vois. Enfin, en face, t'as Google. Et est-ce que Google, ils ont pas ce poids de dire, mais au pire, si vous me faites chier, je vous emmerde, en fait. C'est vrai. Donc ils ont toujours cette possibilité de faire pression comme à chaque fois, quoi. Enfin... En même temps, les GAFAM, ils aiment bien être un peu... Ouais, ils aiment bien foutre la merde. De blanc. Ouais, mais... Oui, c'est pas bien. Bah, aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, ils ont besoin de faire propre devant le Congrès, et donc ils mettent leurs plus beaux costumes alors qu'ils sont en t-shirt toute l'année, ils viennent se faire poser des questions débiles par des gens qui comprennent rien, et tu sens la douleur sur leur visage. Tu sens que Zuckerberg, quand il est face au Congrès, il souffre intérieurement des conneries qu'on lui demande. Est-ce qu'ils prennent autant de pincettes en Europe ? Je sais pas. En tout cas, Jérémy, tu m'as gentiment invité dans ton émission. Maintenant, je t'invite dans la mienne. Bah écoute. Les gens te connaissent moins sur ma chaîne, je pense. Ouais, probablement. Donc, je te laisse te présenter. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 35 ans. Je suis Coleman, avec un K. Je crois que t'es le type dont j'ai dit le nom le plus mal, le plus de fois possible dans des émissions. Ouais, mais j'ai l'habitude en même temps. C'est pas que toi, tu vois. En même temps, avec un nom pareil, ils ont foutu des H, des L, vive l'Alsace. Hein, ils ont mis des lettres partout. Ça fout le bordel. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 10-12 ans maintenant. J'ai été dans le milieu... Overnight success, quoi. Ouais, c'est ça. It took me 10 years to become the overnight success. J'ai travaillé dans la mode, j'étais dans le sport, j'ai un moment bossé sur des médias de séduction même. Je fais du freelancing, j'ai fait des micro-agences, j'ai coaché des grosses boîtes sur leur prise de parole digitale, enfin plein de trucs comme ça. Et à un moment, ce qu'on appelle les grands comptes, tu vois, j'en ai eu marre, parce que c'est des trucs toujours hiérarchiques, politique interne, etc., ça me faisait vraiment chier. Et je raccroche avec un client qui m'a gueulé dessus, classique là-bas, et je me dis, j'ai plus envie de travailler avec des gens comme ça. Je fais, ok, avec qui j'ai envie de travailler ? Avec tout ce que je sais faire, avec qui je peux bosser. Et là, je me suis souvenu de mes premiers amours pour les infopreneurs, les business en ligne, les coachs, les thérapeutes, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais retravailler avec ces gens-là. Et donc ça, c'était il y a 5 ans à peu près, et aujourd'hui, je suis à la tête d'une boîte avec 15 personnes qui bossent avec moi, tous des freelances, avec actuellement 130, 140 clients. On accompagne 300, 400 par an. En fait, on aide des coachs, des thérapeutes, des solopreneurs à développer leur activité, pas pour gagner des millions, pour faire leurs quelques milliers d'euros, à des fois un peu plus pour certains, tu vois, avec des systèmes aussi simples que possible, pas prise de tête, pas en devenant des génies du marketing. Le but étant qu'ils puissent faire leur métier et pas passer 3 plombes sur le marketing de leur métier. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui principalement. Trop bien. Et alors, pour la petite blague... T'as fait de l'insulte préférée que les gens avaient sur toi, ta marque de fabrique, ouais. Coach de coach. Ouais, exactement. Que moi j'adore. J'adore ce genre de pied de nez. Pourquoi tu penses que ça agace tout le monde l'idée que les coachs se fassent accompagner, alors que s'il y a bien des gens qui doivent se faire accompagner, c'est bien ceux qui accompagnent les gens. Bah ouais, bien sûr. Et puis si tu veux, un psy par exemple, il a de la supervision, tout le monde trouve ça normal. Un médecin, normalement, il s'en sert de l'analyse de la pratique, enfin c'est normal partout. Le truc vient alors aux États-Unis c'était avant, mais en France ça arrivait vers 2018, on avait une espèce de Ponzi du coaching qui était une réalité, tu vois, faut pas la nier, où on avait des coachs sans compétences autres que mindset et il faut vendre plus cher,
qui ont enseigné à d'autres coachs sans compétences autres que mindset et il faut vendre plus cher, à enseigner à d'autres coachs et ainsi de suite. Tu vois. On a vraiment une espèce de petite pyramide de Ponzi qui était assez malsaine. Et c'est là que c'est né ce truc de coach, de coach, de coach. Plus le fait que, par essence, les business en ligne font beaucoup de publicité. Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, de la publicité d'interruption. Donc, tu viens faire chier les gens, ils sont en train de faire autre chose. Et avec, tu peux gagner plus d'argent. Vas-y, fonce. Et c'est vrai que c'est ça le message, dans le fond. Et donc ça a énervé. Derrière, moi, ça m'a été souvent reproché, coach de coach de coach. Au début, j'expliquais. Je suis pas coach, pas du tout. Moi, j'ai une entreprise d'accompagnement, j'embauche des coachs, mais je suis pas coach. 95% de mes clients sont dans le care, dans la santé, dans le sport, des thérapeutes, des hypnos, des machins, des trucs. Donc, en fait, leur Ponzi, rien à voir. Puis derrière, du coup, en fait, je suis une entreprise de formation, comme une école, sauf que je suis pas en lien avec l'administration française. Et j'ai vu que plus j'expliquais, moins ils comprenaient. Et je me suis souvenu de cette phrase que j'adore. Ça sert à rien de se battre avec un cochon dans la boue. Vous serez tous les deux sales et il y en a un des deux qui aime ça. Et en l'occurrence, c'est pas moi. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais arrêter d'expliquer. Vous voulez me dire coach de coach ? Très bien. Je suis coach de coach. Préféré. Et le coach de coach préféré des Français. Et j'en ai joué surtout sur LinkedIn, où tu as une espèce de morale, de bien-pensance et tout, c'est virtue signaling. Et je joue avec ça. Après, dans d'autres milieux, je joue pas du tout avec et je fais les choses beaucoup plus sérieusement. Quand je vois que les gens en face de moi, ils sont un peu cons, ou alors qu'ils veulent juste rigoler, je rigole avec eux, en fait. C'est un peu ça l'idée. Très bien. Et aujourd'hui, c'est qui ton client type ? Aujourd'hui, mon client type, alors ça varie, mais le gros de l'avatar, c'est soit une femme autour de 40-45 ans, en reconversion ou qui était dans une boîte classique et qui a envie de se mettre à son compte. Majoritairement des femmes. Ouais, j'ai 70-80% de clientes. Ouais, putain. C'est pas volontaire en fait, juste c'est... C'est ce qu'ils disent tous. Non, même pas pour le coup. Ça aurait pu être une bonne idée, mais non. 40-45 ans, reconversion, veut gagner sa vie depuis chez soi, en faisant le métier qu'elle aime, coaching, thérapeute, consultant, mentor, freelance, plein de choses, pour passer plus de temps avec sa famille, pour être plus libre à tout point de vue, et pour kiffer. Ou alors, j'ai des mecs, mais alors là, eux, ils vont plus avoir une trentaine d'années. Je suis dans une boîte, j'ai des compétences, je veux mettre à mon compte, je veux de la liberté, je veux plus d'argent. Ça, c'est mes deux clients types en général aujourd'hui. D'accord. Et alors, t'as une méthode que j'aime beaucoup, mais j'ai oublié le nom de la méthode. J'ai plein de méthodes différentes. Mais celle que tu marketes... One Place Funnel. Ouais, voilà. Moi, alors ça, pour moi, c'est du masterpiece. Je te le dis, je trouve que c'est une simplification d'un truc très complexe qui permet à quelqu'un qui ne maîtrise pas la complexité et la subtilité d'avoir un premier horizon sur lequel s'accrocher. Et souvent, moi, j'ai la théorie, c'est que quand tu veux vraiment apprendre quelque chose, moi, c'est ma méthode pour apprendre des choses, c'est tu fais la caricature de la chose. Quand tu as bien maîtrisé la caricature, tu fais la complexité de la chose. Et quand tu as bien maîtrisé la complexité de la chose, tu fais la version de ta chose. Et tu reviens en fait à une forme de caricature, mais qui, cette fois, est owned par toi, tu vois. Ça t'est venu tout de suite, ce genre de méthode, ou comment ça s'est inscrit dans ta démarche? Non, ça m'est pas venu tout de suite. Si tu veux, l'idée de fond, c'est que moi, je viens du web marketing et de la communication digitale. J'ai fait un master là-dedans, j'ai fait toute ma vie là-dedans, etc. Sauf qu'en fait, les gens que j'ai en face de moi, ils ont pas envie de se farcir 10-15 ans de complexité marketing pour aller chercher des nuances, parce que pour chaque personne, tu pourrais faire différemment, etc. Donc, ok. Moi, je veux un truc simple. Un truc simple, pourquoi ? Parce que j'ai aucune discipline, et parce que si c'est facile, je vais toujours le faire. Si c'est facile, je peux le faire tous les jours. La vie peut me rattraper, je peux avoir la gueule de bois, il peut y avoir un truc perso, je peux avoir pas envie, je peux avoir mal dormi, etc. Je peux le faire. Si c'est compliqué, soit j'ai la discipline, soit j'ai la motivation. Mais je ne l'ai pas tout le temps. Donc en fait, je voulais un truc simple. Et moi, à l'époque, je me suis dit, moi j'aime bien faire du contenu. Je vais prendre un réseau social, je vais connecter avec des gens, je vais écrire des trucs, et je vais leur parler. Alors je commençais à essayer ça marchait pas trop mal. Les gens, ils ont commencé à me dire, est-ce qu'on peut s'appeler ? Mais moi, j'aime pas du tout téléphoner. Ça me fout des bouffées d'angoisse, le téléphone. Genre, vraiment, c'est un truc, je sais pas d'où ça vient. Ça me tétanise intérieurement d'être bloqué comme ça avec ce truc à l'oreille. Et donc, j'ai commencé à répondre, non, on peut pas. Mais on peut en discuter ici sur Messenger, si tu veux. Je me dis, ah bon, pourquoi ? Et à l'époque, je répondais, c'est la politique de l'entreprise. Pas dire, j'aime pas ça, tu vois. Alors, les 20% d'extravertis, ils sont partis en courant. Et t'as les 80% d'introvertis qui se sont dit, ouais, trop bien, pas besoin de téléphoner. Et les gens voyaient que, juste en connectant avec eux, en faisant du contenu, en discutant sur Messenger, ils avaient envie de travailler avec moi et de payer, à l'époque, ça allait de 2 000 à 20 000 euros. Et donc, en me voyant le faire, ils disaient, putain, ça marche ton truc. Et pourtant, c'est très simple. Mais c'est très simple
pourquoi est-ce que ça marche si bien et pourquoi il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et en fait, si tu veux, il y a une analogie qui est assez intéressante que tu peux faire avec la bourse. En bourse, il y a un truc très à la mode en ce moment qui s'appelle les small caps. Les small caps, c'est des petites capitalisations boursières qui sont en général détenues par les familles encore, etc. et qui ont des belles rentas. Pourquoi personne n'y va? C'est parce que la boîte, elle va dire, elle va de côté à 1 milliard et que un fonds qui a 10 milliards à placer, il ne peut pas y aller. Ou en plus, s'il y va, il prend 80% de la boîte avec le loi antitrust, etc. Donc, tu n'as que des particuliers ou des moyens fonds qui peuvent aller sur ce genre de boîte. Moi, ma technique du One Place Funnel, si tu veux, elle marche très très bien parce qu'elle n'est pas scalable. Tu peux pas aller faire 500K par mois avec, c'est pas possible. Donc, les gros, qui ont beaucoup de moyens, qui sont forts en marketing, qui sont forts en vente, ils peuvent pas y aller. Il n'y a que des gens entre 0 et 10, 20, 30 000 par mois qui vont faire ça. Et donc, il y a de la place. Et donc, ça fonctionne. Et donc, j'ai pris un truc qui aurait pu devenir une faiblesse. Et je me suis dit, j'en fais une force. Je vais le tester. Je vais le faire tester à des gens. C'est simple. Ça marche. Et c'est contre-intuitif au début. Tu dis, je peux pas faire juste ça. Bah si, en fait. Et des fois, il y a des trucs tout cons comme ça, tu vois, qui marchent par hasard. Et ensuite, le hasard, tu le systématises. Alors d'ailleurs, récemment, dans ta transformation personnelle, tu as commencé à être de plus en plus ambitieux dans ta communication. Là, il y a un grand shift qui se passe en toi. Raconte-nous. Ouais. Pendant je peux t'en parler. Le derrière le rideau. Pendant très très longtemps, je disais, oui, moi je veux faire mes 1-2 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui est déjà très bien pour beaucoup de gens. Je vais pas aller plus loin, je m'en fous. Et après, au fur et à mesure de l'avancement, tu vois, j'ai commencé à dire, non mais, je vais aller à 10. Tu vois. Mais vous inquiétez pas, en 50 ans, comme s'il fallait s'excuser d'avoir de l'ambition. Et à un moment, j'ai réfléchi et je me suis demandé, est-ce que je dis 10 parce que je veux vraiment 10 ? Ou est-ce que je dis 10 pour paraître raisonnable, pour paraître une bonne personne qui abuse pas, etc. Ok, si j'abuse, il se passe quoi ? Combien je rêve vraiment, tu vois, si tout est possible ? Donc je fais le calcul qu'on fait un peu tous, tu vois, 1 milliard, non. J'en ai rencontré, je veux pas leur vie, je n'échange pas avec eux. Ok, en dessous, c'est quoi le palier ? C'est autour de 100 millions. Est-ce que ça m'intéresse, sur le principe ? Ouais, tu peux aller jouer à des nouveaux jeux, ils sont plus cool. Tu sais, c'est comme si t'as un jeu vidéo, t'as des niveaux et ça devient plus intéressant, tu vois, à partir d'un certain niveau. Donc ouais, ça m'intéresse. Ok, mais dans quelles conditions ? Et donc là, j'ai commencé à mettre des règles en lien avec mon ambition. Faut que ce soit lucratif. Je crée pas une machine à absorber du cash qui me paye mal alors que je bosse comme un âne. Faut que ce soit marrant 80% du temps. Et faut que ça nique jamais ma vie perso. Tant que ces 3 trucs sont réunis, j'irai aussi loin que possible. Et je suis pas pressé. Mais ça peut être monter un empire média à 100 millions, média en ligne, tu vois. Ce média très ne m'intéresse pas. À 100 millions ou beaucoup plus. En fait, je me suis juste dit, tu regardes ce que tu te sens capable de faire à 1-2 ans et tu bases ton ambition là-dessus. Mais c'est complètement con. Parce qu'en fait, c'est une espèce d'exponentielle que le cerveau peut pas comprendre sur ce que tu peux faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc en fait, au lieu de regarder ce que je me sens capable de faire dans 1-2 ans, je mets un truc complètement qui me paraît aujourd'hui inatteignable, mais que je sais que techniquement c'est possible. Mais c'est pas grave, je le ferai en 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou 5, j'en sais rien, tu vois. Mais je me dis, ok, juste si je x10 mon ambition, il se passe quoi ? Rien, ça se tente, on verra bien. Et t'as cette phrase que j'adore, tu sais, c'est des phrases qu'il y avait sur les skyblogs à l'époque, ou dans les agendas des lycéens. C'est viser la lune pour comme ça, si tu loupes, tu toucheras les étoiles. Alors c'est viser les étoiles, comme ça, si tu loupes, tu toucheras la lune. Ouais, bon, je Parce que les étoiles, elles sont plus loin que la lune. Ouais, écoute, c'est whisky. je me suis trompé dans ma citation, mais c'est pas grave, tu vois l'idée. Et en fait, tu vises une ambition plus grande, et si en chemin t'arrêtes, c'est pas grave, tu seras peut-être allé beaucoup plus loin que ce que tu pensais, tu vois. Et je pense que ça colle aussi à une étape de ma vie, en fait, juste où je suis en train de construire. Et donc ça m'intéresse d'aller plus loin, quoi. Je suis content. Ça me fait plaisir. T'es un des premiers qui m'a écrit quand j'ai annoncé ça, en fait. Ouais, ça m'a trop fait plaisir. Parce que moi, je pense que... Je pense que l'ambition humble, et je rajoute le mot humble, c'est-à-dire l'ambition où tu acceptes l'idée que c'est pas toi qui décideras si tu l'atteindras ou pas, ton objectif, c'est la chose la plus saine que tu peux avoir pour être sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Parce que l'ambition pas humble, c'est l'univers me doit quelque chose. J'ai décidé que j'allais aller là, si je vais pas là, je suis triste, je suis mal, etc. L'ambition humble, c'est je vais tout faire pour aller là. Il n'y a pas de raison que j'y aille pas, à part de pas y aller. Et c'est pas grave, parce que peut-être que je vais découvrir des nouveaux chemins, des nouveaux horizons, et peut-être des paliers que j'aurais pas imaginé atteindre. Ouais, en fait, c'est un peu ça, tu vois. Je me mets un but très loin, mais peut-être que je l'atteins, peut-être pas, en fait. Et c'est pas une fin en soi, je m'en fous. Alors, t'as l'air de bosser beaucoup. Ça dépend des périodes. Ouais, ça dépend des périodes. T'es comme ça, donc t'es un crocodile. Ouais. Je vais avoir une période de rush où je vais faire du 12-14 heures par jour pendant
une semaine à un mois. D'accord. Pour moi, le rush, tout le monde peut le faire. Il faut vraiment qu'il y ait une fin, toujours. Une fin claire et définie. Tu vois, Je suis d'accord. Ok, là, pendant un mois, genre, j'ai plus de vie que je fais que bosser, mais dans un mois, c'est fini, quoi. Faut pas que ce soit indéfini. Et j'ai des périodes, et là, je sors d'une période comme ça où je dois bosser 5 heures par semaine, quoi. D'accord. Je fais juste du maintien. Et donc, c'est ça que quand tu dis à aucun moment il faut que ça vienne impacter ma vie perso, tu trouves l'équilibre dans ta vie perso comme ça en alternant les périodes Il y a ça, et non, c'est surtout que je veux pas devenir cette caricature du mec qui néglige sa famille, ses amis, sa santé, simplement pour atteindre un but financier dont on s'en fout finalement, parce qu'on sait que passer une certaine étape, ça change plus tellement ta vie, quoi. Donc c'est surtout ça, je veux pas devenir une caricature d'entrepreneur qui néglige sa vie personnelle. J'y tiens à ma vie personnelle, tu vois, ça pourrait ne pas être le cas, ce serait différent, mais moi j'y tiens. Je veux pas la négliger juste pour aller chercher un plus qui sera jamais assez, sur le principe. Et tu penses que le fait d'avoir un enfant, ça a un impact là-dessus? J'avais déjà ça avant, mais là c'est encore pire, ouais. Enfin, c'est vraiment, tu vois... T'es excité d'ailleurs à l'idée d'être père? Je suis aussi excité que terrifié, c'est moite-moite. Parce que je veux vraiment bien faire, je sais quel modèle de père j'ai envie d'être, et après j'en ai parlé avec plein d'amis qui le sont depuis pas très longtemps, ils m'ont dit t'inquiète pas, tu vois tout ce que tu penses, ce sera pas ça, de toute façon c'est pas toi qui décide, c'est l'enfant fera de toi le père dont il a besoin, tu peux rien y changer, et moi qui suis un peu control freak, tu vois, ça me panique un peu, mais ouais ça joue encore plus parce que je veux de la présence pour mon enfant, et pour ça j'ai besoin d'une entreprise qui fonctionne d'une certaine façon, moi j'ai besoin d'avoir un certain état d'esprit, j'ai besoin d'être dispo en fait, juste matériellement et intellectuellement, et ça m'a fait revoir pas mal mon agenda, ma façon de travailler, etc. C'est comme ça que tu recrutes tes collaborateurs? C'est-à-dire sur le fait qu'ils te rendent plus libre et... un collaborateur, moi quand je le recrute, je sais toujours que pendant 1 à 3 mois, il va me bouffer toute ma semaine jusqu'à me rendre libre en fait. Okay. Parce qu'en fait quand ils arrivent, il faut que je les forme. Tu investis dans tes collaborateurs. Ouais, toujours. Et j'ai Ils sont tous freelance d'ailleurs. Ouais. Avec, tu les aides à développer leur propre business. Ouais, complètement, je les encourage, je les aide, etc. Il y en a qui restent avec nous, il y en a qui finissent par faire autre chose. Et c'est tout à fait ok comme ça, c'est très bien, tu vois, qu'il y ait un peu de turnover. Les gens ont plutôt tendance à rester parce que tout est structuré pour que ça leur prenne pas trop de temps et qu'ils puissent faire d'autres choses à côté. Mais c'est surtout, je vais chercher un peu j'essaie de trouver des diamants bruts, tu vois, pour travailler avec moi. Donc des gens qui sont sous-cotés parce qu'on les a mis dans les mauvais environnements. Et moi, je me demande, est-ce que je peux créer au sein de ma boîte l'environnement parfait pour que cette personne brillante mais sous-exploitée puisse développer son potentiel chez moi, donc se donner confiance pour aller le développer en dehors pour elle. Et ça marche pas toujours, hein. Des fois, tu as des mauvaises surprises, des fois, tu as des gens qui en abusent, plein de choses. Enfin, il y a plein de dérives de ça. Mais j'ai quand même eu le nez creux sur 2-3 personnes avec qui je travaille aujourd'hui qui sont profondément brillants et que personne n'a repéré, quoi. Et qu'est-ce que tu mets en place dans l'environnement pour les rendre heureux et productifs? Alors, je cherche pas à les rendre productifs, je cherche à les rendre efficaces. Efficaces, tu vois... c'est quoi, quelle différence tu fais entre productif et efficace? Productif, t'as quand même cette notion, peut-être qui est pas juste, hein, mais qui est quand même admise par tous, de il faut faire des heures, il faut bosser, il faut y aller, etc. Moi, je cherche quel effet de levier il peut avoir. Et c'est écrit dans nos fiches de recrutement, je veux pas que tu comptes tes heures, ce qui veut dire que si t'es meilleur que ce qu'on croyait, tu seras payé à regarder Netflix. Par contre, si t'as été mauvais, tu vas dépasser de 2-3 heures et tu vas pas m'emmerder. Et il y a un truc qui est écrit en rouge dans toutes nos fiches de recrutement. Une personne qui arrive sans avoir mangé, sans avoir dormi, avec une vie personnelle éclatée, qu'on a essayé d'aider, qui nous a pas laissé faire, et qui est en train de détruire sa vie perso au profit du boulot, elle va être remerciée. Donc déjà, il y a ces trucs-là qui sont mis en place, tu vois. Et en fait, c'est bien connaître les gens humainement, de quoi ils ont besoin, comment ils se sentent valorisés, comment ils se sentent compris, s'ils font une connerie, comment on peut les gronder mais sans être humiliant, plein de trucs comme ça que j'ai dû apprendre. Derrière, c'est qu'est-ce qu'ils aiment faire, où est-ce qu'ils se sentent utiles, où est-ce qu'ils se sentent bons, où est-ce que leurs zones de génie elles se sont exprimées. Ok, on va voir ce qu'on peut leur donner ça. Si on peut pas, c'est peut-être juste que y a pas le bon poste actuellement pour eux. Et en fait, c'est vraiment créer l'environnement où ils font soit des trucs qu'ils kiffent, soit des trucs qui ont du sens pour eux, et les laisser apprendre et les former ensuite, etc. Tu vois, et les coacher beaucoup sur leur état d'esprit, sur leurs compétences, sur plein de trucs comme ça. Intéressant. Et tu penses que tout le monde peut apprendre cet esprit autonome, etc., ou tu as, toi, une sélection d'un certain type de caractère qui fonctionne dans ton modèle? Et si c'est le cas, c'est quoi les mesures pour filtrer? Tu as de toute façon des gens qui ont un tempérament profondément salarié. Ces gens-là, ils ont pas... Ça marche pas chez toi? Non, pas trop. On a eu qui sont passés, ça marche pas terrible. Et c'est pas, y a rien à leur reprocher en fait, c'est juste qu'ils ont besoin
Ils ont besoin d'un environnement où ça fonctionne comme ça, tu vois. Et chez nous, c'est pas trop le cas. On compte pas les heures, on est full remote. J'ai aucune idée de ce que font mes collaborateurs à n'importe quel jour de la nuit. Je sais pas où ils sont, je sais pas s'ils sont au travail, s'ils sont off. Et puis je m'en fous en fait. Et ça se passe bien comme ça. Comment tu mesures la performance ? Il y a des OKR, des KPI par pôle, par trimestre, et on regarde les stats en fait. Juste, est-ce que les projets ont été atteints ? Après, tu as aussi des projets sans stats qui sont pas mesurables. Et ben on se dit est-ce que ça a été fait ou pas fait ? Quelles sont les conditions de succès ? On mesure de façon assez simple, comme dans une boîte tradie. Est-ce que tout le monde est bon là-dedans ? Non, mais dans une boîte, t'as pas besoin que de gens comme ça. Tu vois, si t'as que des foufous un peu libres, ça peut vite être le bordel aussi. Tu vois, il faut des gens un peu structurés, un minimum. Le délire, c'est de trouver le bon équilibre en fait entre les gens structurés et les gens bordéliques, et entre les génies bordéliques, les génies structurés. Les gens qui sont pas spécialement des génies mais qui ont énormément de sens parce qu'ils créent du lien dans une boîte, etc. Plein de trucs de management comme ça, de recrutement. C'est pas évident du tout. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Hein. J'ai fait plein de conneries, j'en fais encore tout plein. Des erreurs de casting, j'en ai fait. Des erreurs de management, j'en ai fait aussi beaucoup. C'est essayer de trouver une espèce d'alchimie qui des fois s'explique même pas trop entre les gens. Et on a fait notre dernier event là récemment avec des clients. Il y avait toute l'équipe qui était là. Donc t'as des freelances, ils sont tous venus en fait. Et t'avais vraiment un esprit d'équipe, tu vois, c'était comme une grande famille, sauf qu'en fait on n'est pas une famille, on est plus une équipe de sport, une entreprise, enfin je sais pas comment tu définis ça. Mais on se connaît tous bien, on s'entend tous bien, moi je connais les vies perso de toutes mes équipes, c'est un peu cliché, hein, je sais, mais ça me paraît important, tu vois, je travaille avec les gens, j'ai besoin de savoir comment ils vont. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai eu une alerte qui a monté d'une personne qui était un peu à côté de la plaque dans le boulot alors que jamais. Et ben en fait, en creusant la vie perso, tu trouves ce qu'il n'y a pas et tu peux lui filer un coup de main ou tu peux lui donner du temps peut-être. Et en fait, cette personne, elle revient, elle est de nouveau en forme, elle est de nouveau performante. C'est vraiment faire gaffe aux humains et sans oublier que les humains sont des pièces, moi y compris, tu vois, d'une grosse machine qu'est l'entreprise. On est tous au service de l'entreprise et en échange, l'entreprise nous rémunère. C'est de voir ça comme ça. Intéressant. À ta santé. Il fait chaud. Ah, il fait très chaud. Il y a pas depuis ce matin, on fait que des tournages, il n'y a pas un endroit avec une clim. C'est vrai que Paris... En plus, avec le whisky, ça aide pas. Tu crois que tu vas dire des choses que tu n'aurais jamais dit si tu n'étais pas... Faudrait vraiment que ça dure longtemps. Ouais. Et ça pourrait arriver, mais dans le laps de temps d'une interview YouTube, je vais peut-être avoir une un peu plus grande gueule que ce que j'aurais eu, encore que j'ai une grande gueule de base. Déjà, elle est très grosse, ta gueule, toi. Donc... Ouais, de base, ouais. Je crois que tu es la seule personne que je connaisse sur Internet où je me dis « Ah, putain, il dit des dingueries comme moi. » Mais parce que... n'est personne qui est dans l'authenticité comme toi. Enfin, je réfléchis là à toute vitesse. Parce que, bon, Yomi et Antoine, malheureusement, à cause de moi, ils le sont, mais... parce que, tu vois, ils sont fait embarquer dans le piège. Mais on voit la différence, d'ailleurs, sur les épisodes de Sans Permission, entre le tout premier, où ils interviennent, et les derniers. Ouais. Tu vois qu'ils se lâchent un peu plus, tu vois, t'as déteint un peu sur eux, tu vois. Ouais. Mais c'est bien. Ah, bon, on déteint les uns sur les autres. Hein. Je me suis même mis au sport. Ouais, j'ai entendu. Donc, tu vois, qui aurait cru. Ouais. T'as toujours été comme ça dans l'authenticité ? Petit, non. Ado, ça a commencé. En fait, j'ai capté assez vite que... Parce que t'as quand même dormi pendant ton séminaire. Ouais. Mon séminaire client, il y a pas longtemps, je me suis allongé par terre, j'ai dormi. Et tout le monde m'a dit mais tu peux pas faire ça. Si je peux, fous-moi la paix, je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Mais au final, les clients, je trouve ça cool. Ils se sont dit putain, ils s'autorisent à faire ce genre de conneries, quoi. En fait, j'ai pas envie de prendre des pincettes et de jouer un rôle quand je suis avec des gens. Je trouve ça très fatigant. Et si je dois faire ce truc fatigant, je peux le faire une demi-heure, mais assez vite j'en ai plein le cul, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai plutôt de l'introversion en termes d'énergie, c'est-à-dire que je me ressource en étant plutôt seul. Et j'ai pas envie de me fatiguer quand je suis avec les autres. Donc en fait, je suis comme je suis. Il y a plein de gens qui supportent pas, tant pis, ils partent. Et je suis entouré par des gens qui aiment bien ça. Et t'as cette phrase de Brené Brown, qui je sais pas si tu connais, une docteure américaine sur tout ce qui est vulnérabilité, honte, tout ça. Très intéressant, qui a dit la vulnérabilité, c'est accepter d'être pleinement soi dans l'incertitude de la réaction de l'autre. Et en fait, j'essaie de faire ça. J'y arrive pas tout le temps. Des fois, moi aussi, je joue mon personnage de Jérémy, etc. Surtout que depuis le temps que je raconte des trucs sur Internet, je le joue bien, tu vois. Mais je suis plutôt du genre d'un enfant de 3 ans qui dit des trucs et qui regarde les réactions en face, tu vois. Des gens, tiens, si je tape dans cette pierre, qu'est-ce qui se passe ? Je fais ça en disant des conneries et en regardant les réactions des gens. T'as déjà regretté des trucs que t'as dit en public ? Non, j'ai déjà regretté comment je l'ai dit. Oui, d'accord. Ça, souvent, je me dis, tiens, j'aurais peut-être pu prendre un peu plus de pincettes avec les gens, etc. Non, parce que je dis ce que je pense
Et j'arrive assez bien aussi à me contenir, tu vois, si je sens que je le dis que pour moi et que ça sert à rien dans la discussion ou que ça sert à rien à l'autre. Et à la fois, le revers de ça, tu vois, c'est que je pense que d'une certaine façon, et des formations professionnelles, des fois je m'entends parler, tu vois, je m'écoute parler. Et ça m'arrive en soirée, quand je suis dans une grande tirade, en train de dire ma connerie que j'avais besoin de dire, où vraiment, tu sais, je m'arrête moi-même et je me dis ah, t'es en train d'être ça, là? T'es en train d'être cette caricature de toi-même? Ça va avec, mais non, j'ai du mal à être autrement, en fait. Ça me fait chier, en plus. Vraiment, j'ai pas envie. On a tous les gens qui font de l'entrepreneuriat sur Internet, c'est pas pour être libre. Si je suis censé faire semblant avec les gens tout le temps autour de moi, me fatigue. Je suis pas libre, en fait. C'est casse-couille. Dans ce cas-là, je mets un costard-cravate, je vais dans une grande entreprise. J'ai pas envie de faire ça. Je supporte pas. Je comprends. Et je pense que je me suis construit un peu comme ça, tu vois, dans le rejet. C'est du genre, tu sais, j'essaie de me conformer. Vous me comprenez pas, vous me rejetez. Ah bon, moi, dans ce cas-là, bon, pour foutu, je vais être pire, quoi. Ah, je vous emmerde. Ah, je vais être encore pire. À force de dire que j'étais méchant, j'ai décidé de devenir méchant, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi, en fait, c'est plus fort que moi. À chaque fois que j'essaie de faire la comédie, je craque à mi-chemin. Et après, en plus, c'est pire. Donc je me dis, autant être... Ce que j'ai appris à faire, moi, avec les années, c'est demander l'autorisation. Tu vois, je triche pas. Et des fois, tu vois, je vais demander à une personne, j'ai envie de dire un truc, ça va peut-être pas te plaire. Sache que c'est fait avec bienveillance, c'est pas du tout méchant, mais tu vas pas aimer l'entendre. Est-ce que t'es ok pour que je le dise? Et si c'est non, ben tant pis, je ronge mon frein, je dis rien, tu vois. Il y a vraiment des gens qui disent non? Je pense que ça doit être rare. Sur des trucs un peu quand on est sur des sujets un peu perso, un peu touchy. Ah ouais? Ouais, ça va déjà arriver une ou deux fois, mais pas souvent, hein, mais une ou deux fois. Sur du pro, non. Et puis il faut avoir un sacré courage pour dire non. Ouais. Récemment, j'ai dit à quelqu'un, écoute, j'ai envie de te dire ce que je pense. Il m'a fait, tu sais quoi? Ça m'intéresse pas du tout. Je trouvais ça incroyablement courageux. Ouais. T'as cette discussion qui est racontée c'était Ryan Holiday, et je sais plus si c'était avec Robert Greene, ou Ryan Holiday tout jeune, brillant, fait le malin dans une réunion. À la fin de la réunion, je crois que c'est Robert Greene, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, le prend à part et fait écoute, là ce que t'as fait, c'était pour t'entendre parler. La prochaine fois que tu ouvres la bouche, demande-toi si ce que tu dis, ça a besoin d'être entendu, ou si c'est juste toi qui as envie de le dire. Si c'est juste toi qui as envie de le dire, abstiens-toi. Robert Greene, c'est les 48 Laws of Power, c'est ça? Ouais. Pire livre de l'histoire du monde. C'est un des livres que je déteste le plus. Ah, c'est intéressant, mais... Non, mais tu sais pourquoi je le déteste? Parce qu'aucune de ces Power Laws n'est encore vraie aujourd'hui. Ouais. Si tu réfléchis. Parce qu'en fait, c'est pas pour rien que c'est que des exemples historiques. Le monde a vachement changé. Et en fait, il se rend pas compte à quel point on est passé d'une société de pouvoir à une société de leverage. Ce qu'il n'a pas capté. Et le leverage, ça demande quelque chose d'infiniment plus bizarre que le power. D'ailleurs, le phénomène Trump est intéressant pour ça. Parce que Trump, tu vois, c'est toutes les lois du power violées, les unes après les autres. Et pourtant, il a un leverage que personne n'arrive à comprendre dans l'establishment. Parce qu'il faut regarder à quoi ressemblent les États-Unis aujourd'hui, en fait. Et Trump, il parle aux rednecks du fin fond de l'Arkansas, en fait. Mais pas seulement. Ouais. Et il parle à tous les gens qui en ont marre de cette espèce de doxa ambiante bien pensante. Mais donc, en fait, ça commence à être marrant. Mais il arrive à attraper assez de gens, du coup. Tu sais, je vais te faire une prédiction Nostradamus. Ah ouais, ça on aime bien ça. C'est rigolo. Ticket Trump-Kennedy. Ah, ce serait rigolo, ça. Je sens venir à 400 km. Parce que Kennedy, il est quand même aussi bien aimé de cette population qui votait Trump, dans ceux qui sont un peu intelligents, successful. Exactement. Il l'aime bien. Moi, je l'ai vu mis en avant par des gens comme Joe Rogan, etc. Ce serait un match intéressant. T'imagines? Là, rigolo. Là, à mon avis, le Parti démocrate est en PLS. Ouais. Après, on aura peut-être de nouveau David Crockett au Capitole, quoi. Ça, vraiment, si tu veux. Notre vie, les 4 dernières années, c'était un épisode des Simpsons gigantesque. Et tu sais, tu vois tout qui s'enchaîne et tout. 2020, la grande grippe. Il faut pas dire le nom, sinon après... Et là, tu te dis, ça peut pas être pire. Et genre, 3 janvier 2021, David Crockett au Capitole. Je fais, non mais sérieux les gars, ça s'arrête quand? Puis ensuite dans la foulée, enfin il y a ce qui se passe en Ukraine et tout, mais que des trucs qu'on pensait impossibles, tu vois. T'as suivi un peu la Russie là sur les 3 derniers jours? Ah oui, oui, j'ai suivi, ouais. C'est fou ce qui s'est passé. Mais c'est fou. En plus,
Les complotistes s'éclatent. Ah, mais en plus, Ils sont comme des ce qui est trop drôle, c'est que là, dans tous les camps, tout le monde a des théories, personne ne sait rien. Et la seule explication rationnelle que tu peux voir dans tout ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que c'est forcément une dinguerie irrationnelle qui a créé tout ça. Le mec arrête un putsch à 15h en disant En fait, les gars, non. en fait, j'ai changé d'avis. Ouais. Et je m'en vais. Il n'y a aucune charge contre moi. Mes gars, finalement, ils vont rentrer dans l'armée, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Allez, salut. Désolé, c'est l'heure du thé. Ciao les gars, Ça me fait penser c'est un malentendu. Ça me fait penser à cet épisode du dessin animé Astérix où ils se battent contre les Anglais. Les Anglais à 15h, ils arrêtent parce que c'est l'heure du thé. Et tu vois, c'est un peu ça, c'est un Wagner qui rentre. Ils sont quasiment dans Moscou, ils ont défoncé les avions, les trucs. Je fais, désolé, me suis trompé, je m'en vais, salut. Au revoir. Hein, quoi. D'ailleurs, les gars, ce serait cool que vous rejoigniez l'armée officielle. Mais t'as quand même Poutine aujourd'hui qui a fait un discours que je résumerai d'une façon hors du commun. Les traites de Wagner sont des héros de la nation. Tellement. Et en fait, leur terminologie de héros traite, elle est tellement confuse maintenant que dans le même discours, tu sais, ils savent plus quoi raconter en fait. Je crois que même ils savent plus en fait. En plus, il y a une loi là en Russie qui dit que si tu dis du mal de Wagner, t'es poursuivi pénalement, qui a été passée il y a 6 mois. Et donc ils sont tous comme des cons à avoir peur que leur ennemi politique utilise la loi contre eux, tu vois, avec un juge corrompu. Ouais. Moi, quand j'ai vu ce truc commencer à apparaître, premier réflexe, j'ai des amis qui viennent d'ex-URSS, tu vois, qui sont d'origine russe et pays limitrophes, et je leur ai demandé, je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, alors, voici les faits. T'aurais pu le trouver sur Twitter. Maintenant, pourquoi? On n'en sait rien. Ouais. Et pourtant, ils ont des connexions là-bas de gens. Ouais. On ne sait pas, on ne comprend pas. Sait rien. Moi, j'étais sur plusieurs fils de sécurité Telegram. Et à un moment, il y a une vidéo d'un mec qui poste à russe qui fait Da, à gauche, gangster, Wagner, à droite, gangster, Poutine, who win, I don't know, I just want to do my grocery. Et le mec, t'avais les mecs qui étaient avec des flingues comme ça, et le mec il était là avec sa caméra, genre, oh non. Et ben c'est incroyable. Non, mais ils sont, en local, ils sont exaspérés. En ouais, bah tu m'étonnes. Ouais, ça fait long, là, non? Ça devient un sketch. Et tous les gens là qui glorifiaient le talent de Poutine et machin. En plus, moi j'adore l'extrême droite là qui a à nous expliquer que Poutine, en fait, c'est un plan machiavélique, tout ça, de sa part. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et tu dis, mais en fait, un plan pour faire quoi? Pour que le mec il se barre avec la caisse? Tu sais, c'est vraiment trop. T'en as qui disent aussi qu'il y a des cryptos qui ont transité des États-Unis, Zelensky, Wagner, etc. Des trucs. Et après, tu sais quoi, dans 50 ans, ça va leaker et on se dira tous, ah, c'était ça! Et on nous dira qu'en fait, les talibans, c'est la CIA, tu vois. Enfin, et tu vois, aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal, alors qu'à l'époque, je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. C'est vrai. Donc bon. Bah, la géopolitique, moi, c'est un sujet qui me fascine parce que j'adore écouter les gens, notamment certains youtubeurs français, qui savent tout sur tout. Et moi, juste la question que je me pose, c'est mais comment tu crois savoir, en fait? Parce que les mecs qui sont à l'origine des événements ne savent rien. Notamment, il y a un film moi, qui me fascine. Je sais pas si tu l'as vu, In the Loop. Non. Alors, c'est un film parodique qui essaie d'expliquer que la guerre en Irak a démarré parce qu'un conseiller de la Maison-Blanche n'a pas réussi à baiser une nana qui était conseiller d'Angleterre ou l'inverse, je sais plus exactement. Okay. Et donc, en fait, grosso modo, tu as des histoires de cul entre tous les mecs et ça crée la guerre en Irak. Avec des malentendus, des machins. Et le mec qui a écrit cette série, c'est l'ancien conseiller en com de David Cameron. Ou Tony Blair, je sais plus. Oh merde. Et en fait, quand tu vois cette série, moi, ça m'a vraiment plongé dans ce que j'ai constaté dans ma propre vie dans ces milieux-là. Où en fait, 100%. De l'extérieur, les gens qui sont les moins informés, les moins insiders, les plus loin, ils ont des théories de l'intelligence, tu vois... y a un mec là très connu sur YouTube qui fait 200 vidéos sur ça. Et quand tu es de l'autre côté de la baraque, t'es dans un autre truc, tu dis, les gars, on est à la cour de récré, qui va baiser qui? Et il bite rien. Personne bite rien. Ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Moi, c'est de genre d'écho que j'ai eu aussi souvent, 2-3 personnes que j'ai connues qui étaient proches de ces milieux. Non, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et c'est quoi? C'est le rasoir d'Anlon.
Ouais. C'est ne pas attribuer à la malice qui peut être attribuée à la bêtise. Et vraiment, quand on voit ce qui s'est passé en 2020, tout le monde dit oui, ils avaient un plan secret. Non. Ils ont sûrement tiré un peu la couette, ils se sont dit bon, c'est la merde mondiale, on va en profiter pour. Ça, j'en doute pas une seconde, c'est bien le genre. Mais ils avaient aucune idée de ce qui se passait, quoi. Ils se démerdaient avec les infos quotidiennes. Oui, mais ils nous ont menti, ils changent d'avis toutes les semaines. Mais parce qu'ils en savent rien et qu'il faut bien dire quelque chose. Donc en fait, ils disent un truc au pif, sauf qu'ils savent pas quoi répondre. Et le lendemain, ils changent d'avis. C'est juste des gens, souvent profondément incompétents, qui font de leur mieux dans un monde qui est chaotique, dans lequel il n'y a plus rien de prévisible, et où on leur demande, en tant que métier, de prévoir. Bon, bah, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. D'ailleurs, moi, je le vois bien étant un sujet de complotiste. Moi, je suis toujours épaté par ce qu'ils imaginent. Hein. Il y a quelques mois... Alors qu'aux réunions Illuminati, on en parle très souvent. Et on n'arrête pas de dire que franchement, aucun de ces plans-là n'est vrai, quoi. Ouais, bah écoute, j'ai vu. Il y a déjà des gens qui ont commenté. Je veux dire, on sait bien. Ah ouais, c'est pas pour rien que je te partage. Tout s'explique. Tout ceci est un complot. Tout s'explique. Non, je me suis amusé à un moment là, il y a quelques mois, je tapais ton nom dans Twitter et je me tapais des barres pendant un quart d'heure, tu vois, quand j'avais un moment dans ma journée. Et il y avait des blagues drôles, vraiment. Ah ouais, après, il y avait des attaques qui étaient abominables et bon, ça, on n'en parlera pas. Et il y a 2-3 personnes, tu vois, qui disent waouh, t'es allé trop loin, beaucoup trop. Ouais, moi, j'ai tout eu. J'ai eu les reptiliens, la CIA, Obama. Quand Obama, parce que moi, j'ai commencé en 2013 sur Internet, et quand Obama avait la cote, j'étais l'agent infiltré d'Obama en France. C'est chaud. Et putain, j'aurais tellement aimé que ce soit vrai. Ah bah ouais, ce serait cool. T'imagines si j'étais pote avec Obama? Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Oussama Obama en plus. Il y a un côté. Ouais. Ah, c'est vrai que surtout il y a des titres de presse qui étaient un peu. Ouais, le prince déchu de la French Tech reste mon préféré quand même. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. J'ai changé mon titre Twitter, je sais pas si t'as vu. J'ai mis le prince de sang mêlé déchu de la French Tech. Et là récemment, j'ai vu passer tout un podcast sur toi. Oui, Oussama le magnifique. Voilà, c'est ça. Et au début, avec des affiches dans le métro quand même. Ouais, non, mais sur le coup, en plus, si tu veux, le réflexe, je vois ça, et dans ma tête, réflexe, je me dis, ah, bien joué, Ous. Tu sais, je me suis dit, il a réussi à faire un truc, tu vois. Et je sais plus quand, je vois passer un article, donc je clique pour voir ce que c'est un peu plus en détail, et je vois que ça n'a rien à voir avec toi, tu vois. Et je fais, ah merde, ah merde, c'est pas lui. C'est extraordinaire. Non, mais apparemment, mine de rien, tu vois, là, l'Express a publié les 10 articles les plus partagés sur Internet, c'est de l'année, je sais pas quoi. Bah, le 3e article le plus partagé, c'est sur moi. Donc, de toute évidence, je suis un sujet de... Je suis bon client pour la presse, quand même. Je comprends qu'ils aient envie d'entretenir le buzz, quoi. Je comprends, si tu veux. Vraiment, je comprends. C'est quand tu comprends comment le système médiatique il fonctionne, et en même temps, ça n'est pas marre, quoi. Il y a autre chose à faire. Mais je sais pas si t'as lu... Il n'y a pas tant de sujets que ça, en fait. C'est vrai, ouais. Je veux dire, le Covid est parti. Trouver quelqu'un d'autre, ça change un peu. Ouais, mais il faudrait que d'ailleurs quelqu'un se motive là pour être le prochain scandale, parce que là, ça commence à durer, ça devient casse-pied, quoi. Yomi a dit combien il a besoin d'argent pour vivre, c'est bon, non? C'est tout ce qu'il fallait, non? Il est suisse. À la fin, ouais, ça passe, ouais. À la fin, tu peux pas te dire qu'il est comme nous. Tu vois, et les gens se disent, mais il est pas français, ça compte pas, quoi. Ouais, c'est vrai que... J'en parlais avec Alec Henry de ça, ouais. Tu vois. C'est vrai que... Ça donne le passeport suisse, ça donne une immunité, ils passent un peu entre les mailles du filet, du coup. Ouais, ils ont le droit. Si on dit Yomi Denzel a un compte en Suisse, bah, dis oui, il est suisse. Donc il y a plein de choses qui, tout de suite, ne peuvent plus être... Je sais pas si t'as lu ce livre, qui est génial et qui fait un peu peur aussi, c'est Trust Me, I'm Lying, Confession of a Media Manipulator, Mec, Ryan Holiday. C'est un de mes livres préférés ever. Il fait mal, hein. Il fait très très mal. Où tu as Ryan Holiday, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est l'ancien PR d'American Apparel, qui explique comment il a hacké la presse nationale pour faire passer American Apparel, Tucker Max, des trucs comme ça, où il créait des fausses affiches antiféministes qui déchiraient, et il envoyait les photos à des micro-groupuscules ultra-féministes pour dire « Ah, vous avez vu, il faut les défendre », pour qu'il y ait des tweets, pour que ça aille dans un blog, puis dans un autre, puis en média local, puis en média national. Enfin, le livre, il... Mais c'est comme quand tu lis Chomsky, Propagande, média, démocratie, pareil, ça, tu perds un peu foi. C'est marrant, je l'ai pas lu celui-là, moi. Faut pas. D'accord. Enfin, il faut, et en même temps, il faut pas, tu vois, le livre est brillant, mais tu lis ça, tu fais... Wow.
Ouais, c'est chaud. Hein. C'est juste, déjà, de toute façon, tu lis juste Propaganda de Bernheim. Et tu te dis, ah merde. Donc en fait, si les femmes fument, si on utilise du savon, tous ces trucs-là, c'est pas nous qui avons décidé en fait. Il y a un mec qui a décidé par rapport à un lobby. Et des fois, je veux pas savoir en fait. C'est fou le pouvoir hein, de la construction de narrative collective. Ouais, complètement. Et des fois, tu vois, donc, je sais parce que je l'ai étudié. Et des fois, je veux pas savoir, je le nie, tu vois. Vraiment. J'essaie d'être un peu naïf. T'as pas le côté qu'à force d'étudier, ça te rend, quand tu te fais manipuler, ça te fait plaisir. Parce que tu te dis, je sais où tu veux en venir et je suis consentant. Ça dépend. Quand c'est pour m'amener vers un truc que de toute façon je voulais et que c'est fait avec élégance, j'aime bien. Quand c'est pour essayer de me refourguer un truc pourri qu'une technique fallacieuse, ça me crispe d'autant plus vite. Parce que je vois les grosses ficelles, tu vois. Et ça me... Ah oui, d'accord. Moi, ça me les rend sympathiques. Je me dis, ils ont travaillé. Ils font des efforts, ils ont regardé les bons cours et tout. Ouais. J'ai eu un chef à la maison récemment qui, à chaque fois qu'il amenait un plat, il racontait une histoire invraisemblable. Et je le trouvais très sympa. Bien, j'aime trop, moi. Tu vois, genre, il nous sert un plat de pommes de terre comme ça, et il nous regarde, il était irlandais, il faisait « My grandma had nothing to eat, only scraps of potatoes. And she was preparing the scraps every day for us, to feed us. » Et t'es là avec ton plat. Tu sais que les pommes de terre, je le lisais ce matin en plus, ce truc-là. Les pommes de terre, à la base, personne ne voulait en bouffer. Le vieux truc qui traîne dans la terre. Et leur excuse, c'était les chiens en mangent pas, je sais pas pourquoi les humains en mangeraient. Et en fait, je sais plus quel roi, je sais plus si c'était vers la Russie, vers l'Autriche ou la Pologne, a décidé qu'il fallait que la population en mange parce qu'au cas où il y a des famines, des trucs. C'est un roi de France qui a planté dans son jardin. Parmentier. Qui a donné le hachis Parmentier. Avant ça, il y a un mec, je crois que c'est vers la Russie. Il a fait une barrière. Un jardin avec les pommes de terre sacrées royales, mais pas trop protégées non plus. Exactement, c'est Parmentier. C'est génial. Je disais ça ce matin, et en gros, en rendant la pomme de terre royale, mais en faisant en sorte qu'elle puisse être volée, il a fait bouffer ça à tout le monde, quoi. Ouais. Il a dit, on va le garder, mais il faut que les gardes fassent semblant de ne pas voir les voleurs. Ouais, c'est ça. Et les mecs sont pris pour des génies. Hein. Allez, vas-y, j'ai volé le truc. Et du coup, ils en ont planté partout, et c'est comme ça qu'on a commencé à en bouffer. Et il nous a donné ce plat, le hachis Parmentier. Je suis très client de ce genre d'histoire, tu vois. Et c'est un truc qu'on t'a beaucoup reproché de le storytelling, machin, tout n'est pas vrai. M'en fous, en fait. M'en fous que ce soit pas vrai. J'ai envie qu'on me raconte de belles histoires. Ça me permet de comprendre quelque chose, que les faits de l'histoire soient faux ou un peu interprétés. On a tous ce truc, si tu veux. Tu prends ces vieux amis qui se revoient tous les ans. Et ils se racontent tout le temps les mêmes trucs, surtout une fois qu'ils ont un peu bu, tu vois. Et moi, j'ai déjà remarqué quand je raconte des histoires à mes potes de trucs qu'on a vécu il y a 20 ans, l'histoire, elle a un peu changé, tu vois. Elle s'est un peu améliorée. J'ai rajouté des ficelles, des trucs et tout. Donc attends, si moi, je mens à mes potes sur un truc où ils étaient là pour que l'histoire soit plus lyrique, bien sûr qu'on le fait tous. Mais en fait, on s'en fout que l'histoire soit vraie. Quelle est la morale ? Est-ce que tu l'as comprise ? Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que ça t'a rendu content ? Est-ce que t'as passé un bon moment ? Le storytelling, c'est ça. D'ailleurs, le storytelling, c'est intéressant parce qu'un bon storyteller, c'est d'ailleurs que la transformation des faits marche dans les deux sens. Ouais. Regarde le nombre de fois où tu ne peux pas raconter la vérité parce que c'est trop incroyable. Et tu dois réduire... Parce qu'en fait, c'est une question de justesse. Des fois, tu montes les faits pour les rendre plus intéressants et des fois, tu baisses les faits pour les rendre plus intéressants. Ouais. Complètement. Parce que moi, le nombre de fois où j'ai dû réduire par rapport à ce qui s'est vraiment passé, et le nombre de fois où j'ai dû augmenter pour rendre l'histoire intéressante, sinon ça fait chier tout le monde. Notamment, un truc que j'admets faire et que j'aime bien faire, c'est changer les personnages de l'histoire pour faire accrocher les gens en fonction de qui tu racontes. Bien sûr. Parce qu'en fait, si tu racontes à quelqu'un une histoire avec un personnage avec qui il a des affinités... culturel, se reconnaître, exactement. Ça passe tellement mieux, tu vois. Complètement. Si c'est une petite fille et que tu racontes une petite fille, c'est mieux que si c'est un petit garçon que tu racontes un petit garçon. Complètement. Mais en France, on a ce truc de la vérité. Mais on l'a pas, on est l'un des pays les plus menteurs du monde. Bah ouais, mais... C'est juste qu'on est un pays hypocrite. Ouais. Le storytelling aux États-Unis, ça choque personne. Non. Dans les pays de l'Est, et pourtant, l'art du toast. Obsédés par la vérité aux US. Bien sûr. Dans les pays de l'Est, ils ont l'art du toast quand même. Tu vois. Enfin, c'est un truc très... Et vraiment, les mecs à 18 ans, ils savent te faire des envolées lyriques pour un shot de vodka. Ouais. Je leur ai demandé d'ailleurs pourquoi. Pourquoi vous faites des toasts à chaque verre ? Franchement, c'est chiant, on peut pas juste boire un coup tranquille. Et en plus, tu choisis l'alcool. Ouais. Donc tu passes ton temps à boire des trucs différents. Ouais. Et ils m'ont dit,
On est obligé de raconter des histoires, sinon on serait des alcooliques. Sauf que il y a un contre-pied à ça, tu vois. C'est que quand c'est le 15e shot de la soirée, et que le mec, il trinque, il lève la vodka, remplie comme un verre d'eau, et il dit « à nos disparus ». Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas dire « ah non, je bois pas et je vais tomber de ma chaise ». Bah tu le bois, et tu tombes. Et c'est intéressant comme ça de regarder la culture de différents pays par rapport aux histoires, par rapport... J'aime bien, moi. Je trouve ça intéressant. Et t'as passé beaucoup de temps dans les pays de l'Est, tu as l'air de bien connaître. J'ai pas passé beaucoup de temps là-bas, j'ai vécu en Géorgie quelques mois. Ouais, ça je me souviens, tu m'as raconté. Mais c'était essentiellement ça. Par contre, j'ai grandi avec des gens de l'ex-URSS. Mon meilleur ami que j'ai connu quand j'avais 15 ans, 16 ans, est tchétchène. Ouais. Et en fait, j'ai été un peu absorbé. C'est toujours ton meilleur ami. Ouais. Et j'ai été absorbé dans son univers. La et j'ai Tchétchénie, rencontré tous ces amis. C'est une culture très pragmatique. Pragmatique. Bah, tu leur racontes pas des histoires. Oui. Ah non, ouais, faut pas chier quoi. Ouais. Ils ont pas beaucoup de poésie. Non, pas trop, non. Encore que, écoute, ils ont quand même une certaine philosophie de la vie, avec des histoires, avec une morale, avec des trucs. Tu vois, ils peuvent te raconter des belles choses. Moi, j'ai plein de belles histoires qu'ils m'ont racontées. Et donc, en fait, j'ai rencontré ce mec-là quand j'avais 16 ans, et il m'a présenté ses amis. Et toute cette population donc, d'ex-URSS russophone, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, et avec ce truc de fraternité, moi, qui me paraissait important, que je retrouvais pas du tout chez les Français, donc je les ai beaucoup fréquentés, ces gens, en fait. Pendant 10 ans, quand j'étais à Strasbourg, j'étais quasiment qu'avec eux. Et donc forcément, j'ai appris un peu leur langue, leurs coutumes, leur culture, leurs trucs. Tchétchénie, ils parlent quoi ? Tchétchénie parle tchétchène. Ah ouais ? Il y a une espèce de... Je ne vais pas les insulter, mais c'est une espèce de mélange entre l'arabe et le russe, quoi. C'est impossible à comprendre. Ah ouais, intéressant. C'est une langue... Mais c'est pas le pire, hein. Le pire, c'est le géorgien. Ouais, de toute façon, le géorgien, on sait pas d'où ça vient. Donc. Le géorgien, en fait, c'est simple, l'alphabet, on dirait de l'alphique. Mais on est d'accord. Mais c'est une langue elfique. C'est Tolkien qui a inventé le géorgien. La prononciation, c'est pas possible, ils ont pas de voyelles. Non, vraiment, moi, la première fois que je me suis retrouvé en Géorgie et je regarde les panneaux, je fais « oh, ça va être compliqué ». Et heureusement, c'est en général écrit en russe, et le cyrillique, j'ai appris à le lire. Je comprends pas toujours ce que je lis, mais moi, je sais le lire. Mais ouais, dans le géorgien, c'est pas possible, quoi. C'est des langues... je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Ouais, donc j'ai grandi avec des gens comme ça. Ouais. Marrant. Moi aussi, je suis un grand fan des pays de l'Est. Je trouve qu'il y a une... Bon, après, c'est comme tous les pays, ils sont méconnus de l'extérieur et caricaturés. Moi, j'aime bien... Le produit n'est pas très bien marketé, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien les gens mal marketés. Ouais, parce que tu peux découvrir des choses inattendues. Ouais, c'est ça. T'as pas de surprise sur les Américains. Non. Non, t'arrives, c'est exactement comme on te l'a vendu, quoi. Eux, par contre, quand ils arrivent à Paris, je pense qu'ils ont des surprises. Mais pas les bonnes, quoi. Ouais, c'est vrai que la France, c'est bien marketé. Emily in Paris, c'est Paris, excuse-moi, mais... Bah, t'as vu son appart non. Emily in Paris. Non, je vais regarder. Elle a un studio. La pièce doit faire 60 mètres carrés. Je sais même pas où ils l'ont trouvé, le studio. Tu vois. Faut leur dire, le studio parisien, c'est 9 mètres carrés. Hein. Ouais, je pense qu'ils l'ont construit, tu vois, le studio, c'est pas possible. Je crois pas qu'il y a un studio comme ça dans Paris. Emily in Paris, le plus grand succès de Netflix, qui en plus agace les Français. Alors que... en même temps, quand tu vis à Paris et que tu vois ça, il y a de quoi t'énerver un petit peu, quoi. Enfin, t'as envie de crier, on leur ment, c'est pas ça, je suis sorti ce matin. T'as vu le boulanger qui pète un câble ? Non. Parce que la boulangerie dans Emily in Paris, bah... J'ai vu. Le mec, il en a plein le mec, foutez-moi la paix. Ouais, foutez-moi la paix, il est en PLS. Et à la fin du reportage, donc j'ai vu un reportage sur lui, donc il se plaint pendant tout le reportage. Et les gens, ils se disent, mais bon, quand même, pour les affaires, ça a dû changer un peu les choses. Le mec, oui, ça c'est vrai. Bon, ça, quand même, ça fait un peu de... mais les Français parlent pas d'argent. Un peu de pognon, quoi, tu vois. Ouais, les Français parlent pas d'argent. Ils aiment pas. Ils sont timides avec ça. Toi, tu parles facilement d'argent ? Je vais pas trop parler de mon salaire net perso. Dans l'intimité, je le dis, tu vois, mais publiquement, pas tellement que ça. Chiffre d'affaires, oui, m'en fous, moi, ça, rien à secouer. Et parler d'argent en général et d'investissement, du prix des choses, ça me dérange pas non plus. D'accord. Donc, le chiffre de ta boîte, par exemple, tu en parles publiquement ? Ouais, on peut dire en 2022, on a fait à peu près 800 000 € de chiffre d'affaires. Et là, sur 2023, on est sur une trend qui devrait aller entre 1 million et 1,5 million. Bravo. En plus, c'est pas un marché facile. Bah, c'est surtout qu'en fait, j'ai recommencé de zéro en avril 2021. Alors bon, zéro.
Il y a tout ce qu'il y a eu derrière avant, mais j'ai lancé une nouvelle boîte, nouveaux produits, nouvelle audience, etc. Donc non, assez content de la croissance. Ton objectif, c'est 100 millions. Ouais, Tu dis 100 millions de chiffre d'affaires peut-être de valo, de chiffre d'affaires, j'en sais rien en fait. Je me suis pas tellement posé la question. Après, je sais déjà que, si tu veux, ce que je fais actuellement, je peux pas le faire 100 fois plus. Donc en fait, il y a des nouvelles branches au moment qui vont émerger, qui vont peut-être être avec moins de personal branding, plus valorisables ou des choses comme ça. Tu peux difficilement amener une boîte de formation, d'accompagnement coaching francophone au-delà de... En personal brand, je crois que les plus gros qu'on a en France sont autour de 10 millions. Tu comptes Yomi dans le plus gros ? Non. Yomi, aujourd'hui, il est internationalisé. Il n'y a plus que lui dedans. Il y a des trucs autour, etc. Tu vois, c'est pas juste Yomi Denzel tout seul, comme pro. Il y a tout un écosystème, tu vois. Mais ça va être autour de 10 millions, du coup. Après, en rajoutant des trucs autour, tu vois, soit des compères avec qui faire des choses, soit en rajoutant du SaaS, du média, du truc, tu peux aller beaucoup plus loin. Mais les plus gros business de coaching en personal brand, aujourd'hui, c'est autour de 10 millions. Et même sans personal brand, en branding start. C'est qui les plus gros en francophone ? Tu vas avoir David Laroche. 10 millions. Ouais, à peu près. Live Mentor, 10 millions à peu près aussi, je crois. Pas de ce que j'avais lu. T'as beaucoup de gens. Alexandre Dana, il a 10 millions maintenant ? De CA aux dernières nouvelles, moi, la dernière fois que j'avais entendu quelque chose comme ça, ouais. Bravo, j'adore ce mec, moi. Ouais, il est cool. Puis c'est bien ce qu'il a fait, c'est beau. Ah ouais, c'est trop bien. Une belle boîte. Mais par contre, tu vois, typiquement, je voudrais pas la manager sa boîte, quoi. Parce que la dernière fois que je lui parlais, c'était sans employé plus sans freelance. Non, au secours. Au secours. Et en même temps, il est souvent en train d'aller se cacher, faire du trapèze, tu vois, j'ai l'impression, donc ça lui fait du bien aussi. Et puis ils sont associés. J'ai l'impression que lui, c'est un peu le visionnaire créatif, tu vois. Il a trouvé une bonne personne à qui s'associer, qui est plus DG opérationnel du quotidien et qui est capable de faire marcher les trucs, tu vois. Et sur une boîte de cette taille, c'est hyper important. Bien sûr. Parce qu'en général, le visionnaire qui l'a pensé, c'est pas la bonne personne pour la manager à 10 millions. Et toi, t'as un associé comme ça ? J'ai plusieurs personnes qui sont un peu à égal avec moi dans la boîte, tu vois. Une personne au coaching, une personne dans tout ce qui est admin, fiscal, juridique, etc. Une personne sur le marketing, donc j'ai une personne sur la vente, j'ai plusieurs personnes comme ça que je considère un peu comme mes égos dans la boîte, c'est-à-dire que quand ils disent un truc, je les écoute genre vraiment et je sais pas d'avoir le dernier mot parce que c'est moi le chef. Donc ouais, et je sais assez bien où est-ce que je suis plus assez bon. Je sais où est-ce que je peux encore progresser et où est-ce que, a priori, vu ma personnalité, je vais pas progresser des masses. Tu sais, c'est ce truc de l'échelle de la performance. On va dire que être bon dans un truc, c'est 0 à 10. Si je démarre à 0, donc je me bats comme pas possible, j'arrive à 5-6. Il y a un mec qui se lève le matin, il a jamais rien fait, il a 7. Bon, ça sert à rien que j'aille sur ce truc-là, quoi. Donc j'essaie de trouver où est-ce qu'il y a des gens qui ont des talents naturels que moi j'ai pas. Et en fait, eux, tu les amènes à 10 facilement. Alors que toi, en te battant de toutes tes forces, t'arrives à 5-6. Moi, c'est le sport. J'en rigole toujours. C'est vraiment... Tout mon physique est pas fait pour être bon en sport. C'est-à-dire que je suis ni assez grand, ni assez petit, ni assez large, ni assez truc. Et il y a plein de sports que j'ai kiffé dans ma vie où j'ai réussi à être pas trop mauvais, mais je me suis vraiment battu très très fort pour être moyen plus, tu vois. Et bon, je serai jamais un grand champion de quoi que ce soit au niveau sportif, quoi. C'est pas la peine. Okay. Et tu penses c'est quoi ton talent J'ai des facilités pour l'écriture. Surtout l'écriture spontanée, un peu copywriting, etc. J'ai une facilité à créer du lien avec les gens, ce qui est cool pour se faire des potes, mais c'est aussi cool pour faire du réseau professionnel. J'aime bien mettre des gens en relation, j'arrive assez bien à voir qui va matcher avec qui et qui peut donner des trucs cool dans ce genre-là. Mais ça, t'es impressionnant. Ça, moi, je me rends pas compte. Tu m'as fait une intro. Ouais, je me rappelle. C'est devenu une pote. Hein. Trop cool. Oh, ça m'étonne pas. Voilà. C'était sûr. Et en plus, t'en étais tellement sûr, je sais pas comment Ouais, je sais pas, bam, le date dans le mille, quoi. Mais parce que, toi, en plus, à cette époque-là, je te connaissais pas du tout, en plus. Mais j'avais vu donc une image de toi extérieure des réseaux. Mais si tu veux, j'avais un peu fait abstraction de tout le côté entrepreneur, startup et tout. Je me suis dit, ok, il a l'air d'aimer ce genre de truc, tu vois. Et elle, je la connais bien. Et je sais quels sont ses centres d'intérêt dans la vie. Je me suis dit, ils vont se parler, ils vont se kiffer, c'est sûr. Ils vont trop bien s'entendre. On a failli partir en vacances ensemble le lendemain. Ça m'étonne pas. Oui, elle partait, elle m'avait dit en mais plus. Après, j'avais Enfin, j'ai essayé de gérer, j'ai pas réussi. Je lui ai dit, bon, next time, quoi. Mais ouais, ça m'étonne pas du tout. Vraiment, bam, dans le mille, quoi. Mais ouais, j'ai une facilité là-dessus. Et à tout le monde de l'extérieur qui me dit, ah, c'est trop bien. Je me rends pas compte, c'est moi, vu que je le fais naturellement. Et je pense qu'à force, j'ai développé aussi un peu de fausse humilité. Tu vois, genre, ah oui, c'est vrai. Mais ouais, ça, c'est un truc sur lequel. Et puis sinon, analyse du marché. Tu vois, alors pas tous les marchés, il y a des trucs que je bite rien. Mais les marchés dans lesquels je suis, j'arrive assez bien à avoir une posture de recul et essayer de comprendre comment ils fonctionnent, où est-ce qu'ils vont et tout. En regardant plein de points de micro-data un peu partout.
et en essayant de débrouiller ça pour chercher les signaux faibles de changement de marché, tu vois. Bah, cul-sec. Je saurais pas la tête. Le pari d'Oussama aujourd'hui, c'est d'arriver à me faire dire une connerie. Il se dit, il va falloir qu'il boive plus vite parce qu'il a l'air de s'en sortir pour l'instant. Non, pas du tout. C'était pas intentionnel. Moi, j'ai été stratège sur ce coup-là. J'ai pris le créneau d'enregistrement le plus tôt. Je me suis dit qu'il serait moins dangereux. C'est sûr. Petit mot de la fin, petit mot de la conclusion. Petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a un truc... Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce qu'il y a une idée vraiment contre-intuitive que personne ne comprend et qui pour toi paraît être une évidence? Et c'est un combat sans cesse renouvelé d'essayer de l'expliquer. Ouais, c'est un truc dont j'avais parlé chez Alec justement dans son podcast, c'est la notion de normalisation du succès. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas la vie qu'ils veulent, et dont certains ont même une vie très difficile, et qui sont dans des sphères qui font qu'ils ne pourront jamais s'extraire de là où ils sont. Il n'y a pas d'ascenseur social, tu vois. Pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents, ils ont une vie trop dure, ils ont trop de crédit, non, parce qu'ils sont entourés de personnes exactement comme eux. Et en fait, pour atteindre une certaine forme de succès, peu importe ce que tu mets derrière, hein, ça peut être juste 5 000 € par mois, ça peut être des millions pour certains, il faut s'entourer de gens pour qui c'est normal. Parce que si je suis entouré de gens pour qui c'est complètement normal, ça va devenir ma normalité par absorption. Bien sûr. Et en fait, le cerveau humain ne fait pas la différence entre un truc qui est normal dans ton inconscient mais que tu n'as jamais fait et un truc que tu fais vraiment, etc. Donc si tu es entouré de gens pour qui c'est facile et que c'est une normalité, tu vas forcément, par mimétisme, le neurone miroir, tout ça, t'en rapprocher. Peut-être pas l'atteindre, mais tu vas t'en rapprocher. Et moi j'ai remarqué, j'ai plein de gens par exemple qui bossent avec moi en freelance, mais tu sais ça va être juste des monteurs shorts, les mecs qui font les miniatures, etc. Tu vois, donc des gens avec qui en plus j'ai pas tellement de contact, mais du coup forcément ils bouffent tout mon contenu. Et en général au bout de 3, 6, 12 mois ils viennent me dire ouais j'ai compris ça, en fait je pourrais faire ça, et là je pourrais gagner plus d'argent, d'ailleurs je viens de x2 mes tarifs, je suis trop content quand je vois ça, tu vois. Je me dis putain des mecs qui bossent pour l'entreprise, ils ont capté, et moi je gueule toute la journée sur internet gratuitement pour essayer de l'expliquer aux gens et personne ne veut comprendre. Et c'est vraiment de normaliser ce que tu veux atteindre en t'entourant des bonnes personnes, et à l'ère d'internet, t'es pas obligé de t'entourer physiquement de ces personnes, tu peux simplement consommer ces personnes dans leur contenu. Incroyable. Et donc ça nous a donné accès. Moi si je veux demain, je peux décider que mon entourage c'est Bill Gates, Elon Musk et Bernard Arnault. Ça c'est... Il suffit que... Enfin, Bernard Arnault non mais... Ouais mais tu vois, il suffit que je bouffe plus de contenu d'eux. Tu viens d'ailleurs de donner la différence entre les Français et les Américains. Ouais. Mais tu vois, il suffit que je bouffe plus de contenu qu'eux, que d'interactions que j'ai avec le reste des gens autour de moi. Ce qui foncièrement, si t'as que ça à foutre, c'est pas très compliqué. Et donc en fait, je peux faire en sorte que mon cerveau il a l'impression que Musk, Gates, etc., c'est plus mes potes, ils ont plus d'influence sur moi que ma famille, mes amis, mon entourage professionnel. Ouais. Et donc là, t'es obligé de progresser. Trop bien. J'adore cette idée. Ça me rappelle... La première fois que j'ai été confronté à cette idée, c'était en prépa. Je rencontre une fille, je lui dis tu veux faire quoi comme école? Elle me dit normal sup. Et en prépa, personne dit normal sup, tout le monde ment. Parce que c'est trop arrogant de dire un concours, il y a que 25 places, 3 000... Et je lui dis mais tu sais que c'est quand même vachement compliqué de rentrer dans un sup. Non, c'est hyper simple. Je dis, c'est qui cette folle dingue? Elle me regarde, elle fait écoute, mon oncle a fait dans la sup, ma mère a fait dans la sup, mon père a fait dans la sup, et franchement, c'est pas des flèches. C'est génial. Rentrer à normal sup. M'étonne pas. Comment? M'étonne pas quand tu crois que c'est possible. C'est même pas ça, c'est qu'elle pouvait même pas penser que c'était pas possible. Je vais te dire un truc rapidement pour illustrer sur un truc qui est plus business en ligne simple. Tu vois. On était bloqués en dessous nous des 100K par mois pendant longtemps. On comprenait pas pourquoi. Impossible de capter. On a cherché partout dans le business. Vraiment, c'est du bordel. C'est pas au niveau des choses tangibles, c'est au niveau des choses intangibles, c'est dans notre tête quoi. On s'est entouré différemment, on a discuté avec d'autres personnes, on a appris des choses différentes, on a fait des investissements d'une façon différente. On a passé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, en fait, quand on fait moins de 100K, c'est branle-bas de combat, l'entreprise va couler, quoi. On a changé notre état d'esprit. On n'a pas tellement changé nos actions, mais en changeant d'état d'esprit, on a changé de 1 ou 2% à tous les endroits critiques de la boîte. C'est pas énorme, hein. Non, bien sûr. Mais du coup, ça a eu un effet cumulé de ouf, qui fait qu'on a quasiment doublé le chiffre d'affaires, sans doubler les dépenses, sans changer grand-chose, juste parce que nous, on a une perception différente, en fait. Trop bien. Bah, à ta santé. En plus, j'ai fort ton whisky japonais. Hein. Ah bah, les japonais, en général, ils font pas semblant, hein. Arigato gozaimasu, Jérémy-san.
Whiskey your son. Allez, merci.